Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Désolé pour l'absence pendant plusieurs semaines. Donc dans cette troisième vidéo, je vais vous parler donc des premiers combats entre mars et juin 1793. Je vais diviser la vidéo en deux parties. La première, je vais parler rapidement de la tactique et de l'organisation des Vendéens au combat. Et dans la deuxième partie, je parlerai des différentes batailles qui ont pu avoir lieu au début de cette guerre. Donc en fait, l'armée vendéenne, elle est divisée en une armée de non-permanents et une armée de permanents. Donc l'armée de permanents, en fait, donc Raynald Séché, dans son livre Le génocide franco-français, en parle bien. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a trois noyaux de entre 12 000 et 15 000 hommes chacun. Donc ça fait à peu près 40 000 hommes. Et donc qui sont sous les ordres de Bonchamp, d'Elbé et de La Roche-Jacquelin, les trois différents noyaux. Donc ça c'est l'infanterie. Ensuite il y a la cavalerie, donc qui est en fait assez bizarrement et pas forcément de manière intuitive, et il y a une force des Vendéens en fait. Donc elle est composée de quatre divisions de 1000 à 1200 hommes chacune, soit à peu près 5000 cavaliers. Par contre, c'était, comme le déclare Boutillier de Saint-André, je cite encore Raynald Séché dans le génocide franco-français. La cavalerie venait après l'artillerie qui suivait la grande armée. Mais c'était parmi les cavaliers que l'œil était surpris de voir des harnais de cordes, des hommes sans bottes, coiffés de chapeaux ronds, sans pistolet, et n'ayant souvent pour toute arme qu'un sabre et un fusil en bandoulière. Et donc même Westermann, qui a été le boucher de la Vendée, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parlait dans ces termes de la cavalerie. Tout le monde sait que c'est par là que l'ennemi a sur nous des avantages. Et enfin, pour finir, donc il y avait l'artillerie, donc en 180 canonniers, environ 50 pièces, mais c'est quelque chose qui a évolué pas mal au fur et à mesure des aléas de la guerre. Euh, Bien souvent, les Vendéens, surtout au début, en fait, ils vont prendre des pièces d'artillerie et ils vont se renforcer dans ce domaine. Et donc ensuite, donc il y a les non permanents. Donc ça, c'est principalement des paysans et en fait qui continuent à labourer leurs terres. Donc ils vont venir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent pour les rassemblements quand il y a des batailles, et puis sitôt le combat terminé, ils retournent à leur champ. D'ailleurs, aux herbiers, il y avait tout un code en fait avec les moulins, c'est-à-dire qu'en fonction de la... Donc les herbiers, il y a le mont des Alouettes qui est un petit peu en hauteur, donc ça se voyait assez loin. Et en fait, en fonction de la position des ailes, on savait si c'était... si, s'il fallait aller à la bataille ou si c'était le repos. Enfin, il y avait tout un code assez élaboré par rapport à ça. Donc voilà, les non permanents, en fait, c'est les troupes les plus nombreuses, mais aussi les moins militaires, les moins réglées, forcément. Donc, pour ce qui est des combats de manière générale, je vais citer la marquise de la Roche-Jacquelin. Donc, en fait, ce qu'elle disait de manière générale, je pense que c'est valable surtout au début de la guerre, hein. Après, ça va fortement s'équilibrer. Mais en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'au début de la guerre, les Vendéens perdaient très peu d'hommes. Donc, je la cite. En général, dans toutes les batailles, ceux-ci perdaient au plus un homme contre 5, et souvent un contre 10, même moins. Quoique cela paraisse d'abord incroyable, cela est très simple, avec un mot d'explication. Les paysans étaient cachés derrière les haies, et tous éparpillés sans ordre. À peine les bleus pouvaient-ils les apercevoir, et quand ils tiraient, suivant l'usage des troupes de ligne, à hauteur d'homme et sans viser, ils ne pouvaient tuer que deux ou trois individus. Au lieu que les Vendéens ne tiraient pas un coup sans viser, et comme les troupes de ligne présentent un front serré, il était bien rare qu'un coup de fusil fût perdu. Quand les paysans marchaient en avant pour prendre les canons, si ceux-ci tiraient avant qu'ils n'aient eu le temps d'y arriver, ils se jetaient ventre à terre sitôt qu'ils voyaient mettre le feu. La décharge passait au-dessus d'eux, et pendant ce temps, ils couraient à quatre pattes et tuaient les canonniers avant qu'ils puissent tirer une autre fois à l'arme blanche.
Et toujours, par rapport au combat, je vais encore citer un grand ami des Vendéens. Enfin, c'est ironique ce que je dis, hein, c'est quelqu'un qui a son nom sur l'Arc de Triomphe, ce qui est un scandale quelque part. Donc, Thureau. Euh, donc, malgré tout, qu'est-ce qu'il disait sur les Vendéens? Il était plutôt assez élogieux. Donc, il décrivait les Vendéens comme étant des gens avec un attachement inviolable à leur parti, une confiance sans borne dans leur chef, une telle fidélité dans leurs promesses qu'elle peut suppléer à la discipline, un courage indomptable et à l'épreuve de toutes sortes de dangers, de fatigues et de privations. Voilà ce qui fait des Vendéens des ennemis redoutables et qui doit les placer dans l'histoire au premier rang des peuples guerriers. Parlons des combats maintenant. J'avais expliqué dans la deuxième vidéo que le cœur de la révolte, en fait, ça avait été les Mauges, c'est-à-dire le sud du Maine-et-Loire actuel. En effet, donc le 10 mars, il y a les premières révoltes à Saint-Florent-le-Vieil à cause de la conscription obligatoire. Dans la foulée, ils vont chercher Jacques Catolino, une- quelqu'un qui est issu du peuple comme eux, pour se mettre à leur tête, donc qui va être élu le premier généralissime de l'armée catholique et royale. Et assez rapidement, ils vont prendre Jalais le 13 mars, Chemillé le 14 mars et Cholet à partir du 14 mars aussi. Donc très rapidement, en fait, une très grande partie de la région des Mauges va être complètement sous la domination des Vendéens. Donc dans cette conquête, il est aidé par les généraux Bonchamp et Delbé, qui vont être des généraux de tout premier plan dans la révolte vendéenne. Et la première vraiment vraie bataille, ça va être la bataille de Chemillé le 11 avril 1900 1793. Donc les républicains essayent de reprendre le bourg de Chemillé. J'en avais parlé dans une autre vidéo sur le pater d'Elbé, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Euh, donc après des combats très très violents, les Vendéens perdent pas mal d'hommes, mais ils arrivent quand même à repousser les républicains, qui sont sous la conduite du général Berruyer. Donc on pourrait croire à ce moment de la guerre, là, le 11 avril après la bataille de Chemillé, que les Vendéens sont bien, d'un point de vue, sont dans une bonne situation. Mais en fait, c'est pas du tout le cas parce que les mêmes jours, en fait, Bonchamp va être défait au Mesnil-en-Vallée, près de Saint-Florent-le-Vieil, et Stofflet va être défait à Coron. En plus de ça, et peut-être le plus grave, il y a quasiment plus de munitions, plus de poudre dans l'armée vendéenne. Donc ils se retranchent vers Beaupréau et en fait leur situation est assez désespérée. Voilà, donc ça c'est les premiers combats dans les Mauges. Après, je vais faire un petit peu le parallèle avec ce qui se passe dans la région de Châtillon, qui est sous la conduite de Henri de la Roche-Jacquelin. Donc, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, en fait, la révolte va commencer plus tard, donc le 13 avril, à peu près au même moment où il y a la situation qui est désespérée du côté de Catolino, Bonchamp, d'Elbé. La révolte va commencer dans, au village des Aubiers, donc où les paysans vont chercher Henri de la Roche-Jacquelin. Donc tout de suite, en fait, il y a une bataille qui va se dérouler dans le cimetière des Aubiers et, Henri de la Roche-Jacquelin, qui est vraiment un meneur d'hommes, en fait, il va vraiment rameuter ses troupes en faisant croire à ses hommes que les républicains sont en train de fuir alors qu'ils étaient seulement en train de se retrancher, en fait. Et l'une des caractéristiques des Vendéens, c'est qu'ils sont vraiment, ils suivent leur chef jusqu'à la mort, quoi. Si leur chef est un petit peu hésitant, ils vont partir, ils vont
Ils vont fuir parce que c'est pas des militaires à la base, mais par contre si leur chef les harangue et exemplaires, là ils vont les suivre et ils vont oublier tout danger en fait. Donc grâce à ça, ils prennent les aubiers le 13 avril. Et donc dans la foulée, en fait, Henri de la Roche-Jacquelin apprend la situation désespérée dans laquelle se trouvent les troupes dans les Mauges. Et vu qu'il a récupéré pas mal de munitions, en fait, il va courir, il va vraiment aller, au lieu d'aller délivrer son cousin qui est euh, Lescure, il va vraiment tout de suite se porter au secours de Catolino. Et donc il arrive et grâce à toutes les munitions, grâce aux hommes qu'il a emmenés, en fait, ils arrivent à repousser petit à petit tous les républicains. Donc il y a la bataille de Beaupréau qui est assez importante le 22 avril. Puis ils reprennent Vier le 30 avril. Et en fait, fin avril, les républicains se retrouvent à devoir fuir au-delà de la Loire. Donc la région est complètement sécurisée. Le général Berruyer, qui avait pour charge de conquérir les Mauges, va d'ailleurs avoir des problèmes avec l- le directoire, avec la Convention, et il va d'ailleurs avoir un peu peur pour sa peau, parce que c'était la terreur à l'époque, fallait mieux pas perdre des batailles. Voilà, donc on voit quand même que les régions des Mauges et de Châtillon, donc l'est de la Vendée militaire, c'est des régions qui en fait vont travailler vraiment ensemble pendant la guerre. Donc par la suite, cette armée va pousser vers le sud. En particulier, donc ils vont délivrer Louis de Lescure le 3 mai 1793. Donc en fait, Louis de Lescure, il avait été emprisonné à Bressuire parce que il était suspect. Et il s'en sort un petit peu miraculeusement avec de la chance parce qu'on l'avait un petit peu oublié. Et puis c'est vrai que les habitants de la région l'adoraient en fait. Les républicains en fait ils quittent Bressuire assez précipitamment hein, par peur des Vendéens qui se rapprochent. Et donc les Vendéens le 3 mai prennent Bressuire sans combattre. Ensuite, donc ça avait vraiment une période favorable vu que 2 jours après, ils vont prendre Thouars, donc le 5 mai. Et pour finir, il va y avoir les 2 batailles consécutives assez importantes à Fontenay-le-Comte, donc vraiment plus au sud. Donc la première bataille va être perdue. Et par contre, quelques jours plus tard, ils vont réussir à prendre la ville. Et puis le 9 juin 1793, donc là, beaucoup plus au nord, à Saumur, c'est quasiment l'apogée en fait de l'armée vendéenne qui va prendre cette grande ville. Euh, et enfin, c'est vraiment une victoire totale parce qu'ils vont prendre 66 canons. Il va y avoir énormément de morts et de blessés côté républicain, 1500 environ, et beaucoup moins côté vendéen. Donc, ouais, comme je le disais, c'est quasiment un apogée. Et à la suite d'un conseil qui tiennent, en fait, il y a même certains chefs qui pensent à pousser jusqu'à Paris, et ils pensent à marcher vers Paris. Donc il y a la Roche-Jacquelin en particulier qui était partisan de cette option, mais au final ils vont décider de pas trop de pas quitter le territoire. Ce qui leur avait pas trop mal réussi jusque-là. Alors qu'au contraire, le général de Charette va lui être va être un peu plus isolé de manière générale. Donc fin 1793, les paysans qui viennent de prendre Machecoul viennent le chercher dans son manoir. Et lui, il a pas trop envie d'y aller. D'ailleurs, il se serait caché sous son lit.
Donc les paysans avaient essayé de prendre Pornic une première fois, ils avaient échoué. Charette donc se met à leur tête et ils obtiennent une première victoire le 27 mars 1793 en prenant Pornic, donc qui est une ville côtière. Par la suite, par contre, il va y avoir plus d'aléas. Le 13 avril, ils essayent de prendre Châlons, mais ils n'y arrivent pas. Le 30 avril, ils réussissent à repousser une attaque républicaine qui visait à prendre la ville de Léger. Et Machecoul est repris une première fois par les Bleus, mais donc la deuxième bataille de Machecoul. Mais lors de la troisième bataille de Machecoul, ils reprennent à nouveau la ville. Donc disons que c'est un petit peu, c'est des victoires un peu moins éclatantes que l'armée catholique et royale plus à l'est. Mais il y a quand même, Charette arrive à fédérer pas mal de monde autour de lui, y compris des déserteurs de l'armée républicaine qui se mettent à combattre auprès des Vendéens. Et donc on arrive en début juin 1793 où Charette propose d'attaquer la ville de Nantes et l'armée catholique et royale donc va, après avoir pris Saumur, ils acceptent sa proposition i- ils acceptent d'essayer de prendre Nantes au lieu d'aller marcher sur Paris. Donc c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.